Bonjour à tous, merci d'être venu à mon slot sur Spark. Aujourd'hui ensemble on va essayer de répondre à une question qui va être: peut-on faire une application clone native avec Spark? Tout d'abord je me présente, je m'appelle Franck Cussac. Ça fait 4 ans maintenant que je suis consultant en data puis en data cloud. Ça fait 3 ans que j'ai rejoint Publicis Sapiens. Et à côté de mon travail de consultant, je suis également formateur sur des sujets comme Spark et Kubernetes. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, si jamais vous m'avez trouvé convaincant et que ces formations vous intéressent, n'hésitez pas à venir me voir pour me poser des questions. Publicis Sapiens, c'est une boîte qui a créé récemment une expertise de transformation numérique des métiers basée sur 5 grands axes: la stratégie, le produit, l'expérience et l'engineering et la data. Voilà pour qui nous sommes. Alors, pour revenir sur le sujet, vous vous demandez peut-être pourquoi on souhaiterait faire une application cloud native avec Spark. Hein. Je fais déjà du Spark, en plus est-ce que c'est déjà cloud native ce que je fais, parce que c'est sur le cloud, ou qu'est-ce que c'est que le cloud native? Moi d'expérience, quand j'ai travaillé, quand j'ai développé des applications Spark, je me suis rendu compte que j'avais des grosses difficultés quand venait le jour où on nous disait: ah, on a un nouveau cluster Hadoop avec des nouvelles versions et on a rajouté Kerberos dessus, est-ce que vous pouvez migrer tous vos applicatifs? Et bien sûr, pas de souci, sur le papier, bon, si ça tourne sur un cluster, ça devrait tourner sur un autre. Bah, il s'avère que cet exercice peut être finalement assez difficile parce que Spark va être très corrélé à son environnement, au cluster dans lequel on exécute, puisque la plupart des dépendances vont se situer sur le cluster. Donc, est-ce que le code va être compatible avec les dépendances sur le nouveau cluster, tout ça, tout ça. À côté, il y a aussi le fait que un livrable Spark, c'est assez complexe. Ça peut être donc un jar qui va être accompagné de fichiers de configuration, celui qui va configurer Spark, ou alors, également celui qui peut configurer votre jar, les arguments de votre application. Et alors, si vous faites du Python, c'est la fête, hein. Il n'y a pas vraiment de package propre en Python pour avoir à la fois son code et les dépendances qu'on utilise. En général, c'est pendant le runtime que ça va les télécharger. Tout ça, c'est assez terrible. Euh, donc pourquoi je me suis tourné vers les applications cloud native? C'est parce que dans la promesse d'une application cloud native, et c'est ce qu'on va voir ensemble, il y a facilité tout ce qui est déploiement, portabilité et tout ça. Chouette. Donc voyons voir si mon application Spark peut être cloud native. Au programme, on va d'abord étudier une application Spark classique basée sur un cas concret. On fera quelques rappels sur ce que c'est qu'une application cloud native. On appliquera ensuite le refactoring nécessaire pour améliorer notre application. On finira sur une petite démo et les résultats et qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on en retient. Donc mon application Spark, qu'est-ce que c'est? Chez Publicis Sapiens, chaque mois, on se retrouve pour une conférence en interne qui s'appelle le Knowledge Exchange Day. On appelle ça KED, tout le monde dit KED, donc vous allez m'entendre dire KED à partir de maintenant. Voilà, le KED, c'est une conférence en interne où on échange sur tous les sujets qu'on a pu voir ces derniers temps, ceux du partage de connaissances. Lors de ce KED, on produit de la donnée. Forcément, on va créer des slots, on va récupérer du feedback, et tout ça, ça va créer de la donnée, la liste des slots, et la liste de tous les feedbacks pour chacun des slots. Ça va être du JSON. Nous, on les affiche dans des applications pour d'un côté avoir l'agenda et de l'autre côté que les speakers puissent avoir leur feedback. Mais cette donnée, donc, on pourrait l'exploiter et y faire d'autres choses. Et moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est une API où avec le nom d'une personne et une année ou même une année et un mois, on puisse récupérer la liste des slots qu'on a donnés avec les feedbacks, la moyenne de notation des feedbacks et le nombre de feedbacks qu'on a eu. J'ai commencé petit, hein, j'ai mis que 2 statistiques, mais à terme on pourrait imaginer beaucoup plus, comme de l'analyse de sentiments sur ces feedbacks. Mais j'ai commencé petit. La note moyenne et le nombre de feedbacks qu'on a reçus. Ça va être mon application Spark. Elle va être toute simple. Elle va prendre elle va récupérer d'abord mes deux sources de données, donc la liste des slots et la liste des feedbacks. Pour la liste des slots, comme il peut y avoir plusieurs speakers sur un slot, ce qu'on va faire, c'est éclater cette vue pour avoir une ligne par slot par speaker. Côté feedback, on va faire une agrégation des feedbacks par slot, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des statistiques sur un seul slot. Donc on va comme ça compter le nombre de feedbacks qu'il y a et calculer une moyenne.
On va ensuite faire une jointure entre les deux sources de données, basée sur la clé de slot. Et enfin, on va écrire ça partitionné par speaker et par KED. Donc, comme un KED, c'est une fois par mois, la partition, ça va être année-mois. Ça suffit pour avoir bien un KED par partition. Ok, donc ça c'est mon job Spark. Maintenant, quand je le déploie sur une archi très classique sur un cluster Hadoop, ça va donner ça. Je vais avoir un job Spark qui va requêter Yarn pour obtenir des ressources. Pour tourner ce job Spark, il va utiliser le class path du cluster Hadoop, donc toutes les dépendances jar concernant Spark et Hadoop. Dans HDFS, il va aller chercher de la donnée, mais également le jar à exécuter et sa configuration. C'est plutôt une bonne pratique de déployer tout ça dans HDFS pour que dans notre cluster Hadoop, tout puisse être retrouvé facilement. En sortie, il va y avoir un fichier de log qui va être écrit encore une fois dans HDFS et les outputs, donc la donnée résultante de mon job Spark. Voilà, ça c'est quelque chose de classique. Si vous avez déjà fait du Spark, ça vous parle sûrement. Maintenant, on va voir ce que ça va être une application clone native. Et on va comparer avec notre application. Pour expliquer ce que c'est qu'une application clone native, j'ai récupéré les slides d'un slot d'un de mes collègues qui s'appelle Alexis Chotard, on l'appelle tous Orgix, qui avait fait lui une conférence sur qu'est-ce qu'une application clone native. Comme il avait très bien expliqué, je lui ai demandé, je lui ai dit ça serait bête que je le refasse en moins bien, est-ce que je peux réutiliser tes slides? Donc il a été très sympa, je lui ai fait un petit clin d'œil. Donc une application clone native, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui doit être scalable. Donc, on parle surtout de scalabilité horizontale en 2021. Ça doit être résilient, donc tolérant à la panne, observable, on doit être capable de comprendre, de connaître l'état de l'application facilement, performante, c'est quand même bien si ça marche vite. Agnostique, donc ça c'est un point très important qu'on a vu qu'avec Spark ça pouvait pas forcément être évident. Donc agnostique de son écosystème, de où est-ce qu'on le déploie et avec quoi, et portable, on doit être capable de le déployer facilement. Il doit également avoir un time to market court, donc ça doit être facile à mettre à jour, à redéployer. Peu de maintenance. Quand on parle d'application clone native, on parle surtout de site web à la base, c'est quelque chose qui a été pensé pour des sites web. Donc peu de maintenance, pas besoin d'avoir des gens derrière pour sans cesse vérifier que les jobs tournent, que rien n'est cassé, tout ça. Ça doit être simple, automatisé. Et enfin, il faut que ça fonctionne. Ouais, c'est bien si on fait une application et qu'elle fonctionne. Dans tous ces critères, on va pouvoir les travailler dans deux axes principaux. On va les recouper dans deux axes principaux de travail. Tout d'abord, tout ce qui va concerner le design d'application. C'est-à-dire comment je vais penser mon application pour respecter ce critère. La scalabilité, on pense tout de suite à tiens, je vais essayer de faire une application qui va être stateless afin de pouvoir facilement déployer plusieurs instances. L'observabilité, où est-ce que je vais mettre mes logs, exposer des métriques, qu'est-ce que je vais exposer. Voilà, tout ça c'est comment je pense mon application pour répondre à ces critères. Et il va y avoir un autre axe qui va être tout ce qui concerne l'automatisation. Là, cette fois-ci, on va pas penser à comment on développe notre application, mais comment on automatise certains process pour répondre à un critère. La scalabilité, on voit que certains critères sont dans les deux camps. La scalabilité, par exemple, c'est à la fois de l'application design, mais également de l'automatisation, parce que pour déployer plusieurs instances, potentiellement, je vais devoir utiliser des métriques qui vont déclencher un auto-scaling pour dire voilà, maintenant il m'en faut plus qu'une. Donc il y a de l'automatisation qui se cache derrière. Pour le time to market court, on va penser à de la CI/CD et la maintenance. Voilà, grâce à l'observabilité, être capable de détecter ce qui ne va pas et avoir potentiellement des jobs automatiques qui s'occupent de tous ces problèmes. Maintenant, il existe un outil pour se guider et créer des applications clone native. Donc cet outil, il a été pensé pour des applications web. Donc là, on va essayer un peu de l'adapter puisque Spark n'est pas fait pour faire du web. Et il faut voir ça comme un guide. C'est pas besoin de le respecter à la lettre. C'est pas une bible, c'est un guide. Donc ces 12 facteurs, on va un peu les passer en revue et à chaque fois je vais identifier un responsable de comment l'implémenter. Est-ce que ça va être au dev, uniquement au dev, peu importe la techno de faire ça, ou est-ce que c'est à la techno qu'on utilise, donc là en l'occurrence Spark, de le fournir. Donc est-ce que c'est parce que c'est à cause de Spark qu'on ne peut pas le faire ou est-ce que c'est grâce à Spark que c'est fait?
Pour ce qui est de la base de code, bon, bah, c'est tout simple, hein, c'est utiliser Git par exemple pour versionner et partager son code. Ça, c'est la responsabilité du dev. Spark n'a aucun lien avec tout ça. Les dépendances, dans les bonnes pratiques de Spark, on nous dit que quand on doit packager notre jar, il ne faut pas mettre les dépendances de Spark et de Hadoop dedans parce qu'elles sont lourdes et qu'elles seront présentes sur le cluster où on le déploie. Ça, malheureusement, dans les 12 factors, on va nous dire qu'il faut embarquer toutes les dépendances dans son livrable de façon à ce que ça puisse être déployé n'importe où. Donc ce critère, à cause de Spark, n'est pas respecté. Pour ce qui est de la configuration, la bonne pratique veut qu'on utilise notre environnement, les variables d'environnement qui vont être autour de notre process. Pour Spark, malheureusement, encore une fois, on a un fichier de conf et on peut pas s'en séparer. Spark fonctionne comme ça, il y a un fichier de conf, donc sauf si on recode Spark, c'est pas possible. Donc, par design, là encore une fois, ce critère n'est pas respecté. Service externe, c'est considérer tout ce qui est autour de notre application comme un service externe. Je vais l'appeler via le réseau, une base de données, une API, voilà. Tout ce qui n'est pas mon application va être considéré comme un service externe. Là, Spark le respecte tout à fait, hein. Il appelle Yarn, il appelle HDFS tels des services externes, hein. Il n'y a pas une base de données qui est packagée à l'intérieur de Spark et qui est déployée avec. Assembler, publier, exécuter. Ça va être la responsabilité du dev, puisqu'on va pas. Là, ça veut dire séparer les 3 étapes et faire en sorte de les automatiser. Donc, ça va être le dev avec une CI/CD qui va pouvoir faire ça. Voir son application comme un processus, une série de processus, tout ça, encore une fois, c'est Spark qui va le fournir tout de suite, puisque Spark, avec le Spark Summit, Yarn et compagnie, va s'occuper pour vous de réfléchir à comment déployer ces différents process et comment ils vont communiquer ensemble. L'association de ports, ça avec quelque chose qui ne nous concerne pas, puisque là on parle de site web et donc exposer son site web sur un port et créer une association de ports. Spark, on n'expose pas de port puisqu'on n'expose pas de site web. La concurrence, être capable de déployer donc plusieurs instances en même temps et de travailler en concurrence. Spark est un ETL massivement distribué. Sur ce critère-là, c'est sûrement ce qui respecte le mieux. On n'a pas besoin d'étayer. Jetable, donc avoir des process qui sont capables de démarrer rapidement et de s'éteindre gracieusement parce que on doit être capable de gérer la panne et de pouvoir redémarrer. Ça, encore une fois, Spark, par définition, c'est ce qui fait le mieux. Il est capable de gérer si c'est un exécuteur crash, de le relancer tout seul et de continuer sa vie. Pour les 3 derniers, nous avons la parité dev-prod, avoir donc des environnements de dev, staging, autant qu'on veut jusqu'à la prod qui se ressemblent. Ça, c'est uniquement la responsabilité du dev. Alors dans des contextes data, c'est vrai que ça peut être compliqué parfois pour des raisons de sécurité d'avoir de la même donnée, mais en tout cas, dans la théorie, c'est la responsabilité du dev et Spark n'empêche en rien de respecter ce critère. Les logs, dans la bonne pratique des 12 factors, on dit les logs doivent être gérés tel un flux d'événements. Alors là, nous, le problème, c'est que Spark, il log dans des fichiers. Chaque exécuteur va loguer dans des fichiers. Bon, jusque-là, on se dit, on peut quand même traiter un fichier comme un flux d'événements. Mais en fait, à la fin du job, les fichiers, ils sont tous récupérés par le driver et packagés en un seul fichier, mergés en un seul fichier qui va être ensuite écrit dans HDFS. Donc en fait, on se retrouve avec un seul gros fichier qui arrive à la fin. On ne peut pas le traiter comme un flux d'événements. Donc, là-dessus, c'est parce que Spark fonctionne comme ça que ce critère n'est pas respecté. Et enfin, des processus d'administration, donc ça c'est pour tout ce qui va être maintenance. Spark, ça va être un job qui va tourner un temps fini, quand on fait du traitement batch en tout cas. Dans notre exemple, c'est le cas. Donc ce critère ne nous concerne pas, on peut l'ignorer. Ok, donc mon application actuellement, est-ce qu'elle est cloud native? On voit que côté scalabilité et résilience, ouais, sans problème. Côté observabilité, on l'a vu, au niveau des logs, on n'est pas terrible quand même avec Spark. On ne peut pas le traiter tel un flux d'événements, ça va pas forcément être évident, donc à un instant T de pouvoir visualiser ça. La performance, oui, Spark est quand même fait pour être performant. L'agnosticité et la portabilité, on l'a vu avec les dépendances, c'est pas fou. On n'est pas forcément capable on n'a pas toutes les dépendances packagées dans notre livrable, donc on est dépendant fortement de l'écosystème où notre job tourne. Un time to market court, donc être facilement capable de mettre à jour notre job Spark. Théoriquement, rien ne nous empêche de tout automatiser, je l'ai déjà fait, pour le déploiement d'un job Spark. Mais au vu de la complexité de ce que crée un livrable, le process va être complexe. Et ça veut dire que si mon job évolue et me demande de changer ma manière de déployer,
ça va pas être simple. Je vais devoir passer beaucoup de temps à maintenir des choses qui ne correspondent même pas à la valeur métier. C'est juste la façon dont je déploie. Donc je considère que ce critère n'est pas respecté par Spark. Oui, on peut tout automatiser et ça peut tourner relativement vite, mais c'est quand même complexe. On n'est pas sur du facile à update. Peu de maintenance, on n'en a même pas en fait avec un job Spark. Et est-ce que ça fonctionne? Bon bah ça quand même, oui, on est capable de faire des choses qui fonctionnent avec Spark. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Ok. Donc mes points à retravailler, ça va être principalement la gestion des dépendances, la configuration et les logs. Faisons donc un peu de refacto pour que notre application soit un peu plus cloud native. Donc le premier point, c'était les dépendances. Pour ce qui est de la gestion des dépendances, bon, bah, très simple, ce que je pourrais imaginer, c'est le ClassPass, le jar que je vais lancer et la conf, bah, je le package tout dans mon livrable. Mais ça veut également dire que je vais devoir changer de livrable parce que juste un jar, bah, ce sera pas, ou juste la commande Spark Summit, ce ne sera pas suffisant. Ce qui va se passer, c'est que je vais créer une image de conteneur, une image Spark qui contiendra tout ce que je veux lancer. Donc là, on passe dans le monde des containers. Ensuite, on a dit qu'on voulait traiter nos logs tel un flux d'événements. Pour ça, le plus simple, en fait, c'est de ne rien faire. C'est pas aux développeurs de l'application de réfléchir, de faire des trucs malins de comment on va gérer les logs. Non, finalement, ça va être au moment du déploiement. À partir du moment où c'est logué dans la sortie standard, on a plein d'outils qui existent pour traiter ces logs, les récupérer et en faire tout ce qu'on veut. Donc le mieux, c'est de ne rien faire et de juste garder la sortie standard. On va aussi vouloir utiliser un stockage décentralisé. Alors vouloir, on peut en tout cas utiliser un stockage distant, décentralisé. Là on était donc bloqué un peu dans l'univers des clusters Hadoop avec HDFS. HDFS peut quand même être considéré comme un stockage décentralisé par rapport en tout cas à la partie exécution. Mais voilà, on va sur notre schéma, on va se dire maintenant je ne me soucie même pas en fait de mon stockage. C'est une dépendance, elle est à l'extérieur, je ne sais pas ce que c'est. On verra bien. Alors, là on est pas mal. Hein, on a une petite image qui contient toute une dépendance, mais peut-être que vous dites Yarn il fait comment pour lancer une image de conteneur? J'ai jamais pu faire ça, je savais même pas que c'était possible. Bah en fait c'est pas possible, hein. Donc il va falloir faire changer quelque chose d'autre au niveau de la dépense avec Yarn et utiliser autre chose. Ça tombe bien, depuis quelques années maintenant, Spark propose d'utiliser Kubernetes comme orchestrateur pour créer des ressources. Et c'est compatible avec les images de conteneurs. Chouette. Il nous reste une dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est la configuration. La configuration, on a dit dans l'idéal, moi j'aimerais pouvoir utiliser mon environnement, ce qui me permet, si je veux changer ma configuration, parce que je suis en dev puis en prod, je ne veux pas avoir exactement la même config, d'éviter avoir à repackager une image. Je ne veux pas avoir une image spéciale dev, une image spéciale prod. Bon, bah pour ça, donc, je vais utiliser mon environnement, et le petit trick que j'ai imaginé, parce que le fichier de conf reste indissociable de Spark, c'est de mapper l'environnement à l'intérieur du fichier de conf. C'est quelque chose de possible, on fait référence à l'environnement dedans, et ça nous permet de pouvoir utiliser l'environnement pour configurer notre job Spark. Super. Ah bah là, on est plutôt pas mal, on respecte tous les critères, en tout cas en théorie. Qu'en est-il de la pratique? Comment on va lancer notre job Spark avec ça? Et est-ce que c'est possible d'arriver à ce niveau-là? On va le voir tout de suite. Pour lancer un job Spark, on utilise le Spark Summit. C'est un outil que si vous faites du Spark, vous le connaissez sûrement tous. Pour lancer du Spark sur du Kubernetes, notre compte Spark Summit va ressembler à ça. Et on va voir trois grandes catégories de configuration à l'intérieur de cette commande. Tout d'abord, ce qui va concerner la configuration du job Spark en lui-même. Enfin, comment mon job Spark va être créé. On le voit, il va être créé avec un master qui va être cette fois-ci mon Kubernetes. La Kubernetes API va gérer la partie mastering. Je veux le déployer en mode cluster, ça veut dire que je veux que mon driver soit également déployé sur le cluster qui va exécuter mon job Spark. J'ai décidé de nommer mon job DataKed. La classe à lancer, c'est le main. Je veux 3 instances d'exécuteurs pour mon Spark. Bref, ça, ce sont des arguments que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'utiliser avec Yarn. Ce sont exactement les mêmes. Et c'est comme ça, donc on va savoir qu'est-ce qui va devoir être créé pour Spark. Et à la fin, on donne le jar à exécuter. Deuxième groupe, ça va être la configuration de Kubernetes. Comment Kubernetes, maintenant, cette fois-ci, va gérer l'application Spark.
quelle image il va devoir instancier. Donc là, ça va être Frank Cusack slash dataked 1. Au niveau de l'authentification, la différence avec Yarn, enfin non, tout comme Yarn, le driver va devoir appeler l'API qui l'a créé pour dire hey, j'ai besoin de ressources pour mes exécuteurs. C'est le driver qui crée les exécuteurs. Et pour ça, contrairement à Yarn, là en revanche, on va avoir besoin d'une authentification parce que sur Kubernetes, tout le monde doit s'authentifier pour pouvoir dire qu'il a le droit de demander des ressources. Donc on va lui attribuer un service account qui va être SparkCube. Et enfin, je dis que je veux le déployer dans le namespace Spark. Donc Kubernetes, il y a plein de namespaces pour séparer les ressources. Moi, je veux un namespace spécial pour mes jobs Spark. Dernier groupe de config, ça va être cette fois-ci vraiment la configuration de mon application. Tout d'abord, comme dans mon application, j'ai décidé d'utiliser le stockage S3 sur AWS, je vais devoir lui donner des accès pour qu'il puisse s'authentifier auprès de S3. Donc je lui donne une access key, une secret key qui correspond à un user IAM dans AWS. Et enfin, j'ai tous mes paramètres de jar qui permet à mon job de savoir où aller chercher la donnée et où écrire sa donnée. Donc on a KED, feedback et enfin notre output. Voilà, donc on a notre commande. Et là, on se dit, mais non, mais ça va pas du tout par rapport à ce qu'on s'était dit avant. Là, la configuration, elle n'utilise pas du tout l'environnement, tout est dans une commande. En plus, il y a des informations quand même sensibles dans cette commande. Il y a le access key et le secret key. J'ai même pas pu vous le mettre à tel point c'était sensible. Ça va pas. Pour moi, ça respecte pas ce qu'on s'était dit avant avec notre refacto. Tout à fait. Et il y a autre chose aussi, c'est que dans le monde de Kubernetes, ce qu'on aime bien pour pouvoir créer des ressources sur Kubernetes, ça va être d'utiliser des manifestes en YAML. On a l'habitude de ça, c'est comme ça qu'on travaille sur le monde Kubernetes, par lançant des commandes dans le terminal. En plus, ça demande à ce que les personnes qui lancent cette commande aient Spark Summit d'installer chez eux. Alors, donc, encore une fois, on est corrélé avec l'environnement de base. C'est pas pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, ça tombe bien parce que Google a créé une CRD qui s'appelle Spark Application, qui permet de déployer des jobs Spark, de déployer des jobs Spark sans le Spark Summit. Donc derrière, il y a du Spark Summit qui se cache, mais en tout cas, il s'est géré depuis un manifeste en YAML, justement, qu'on a l'habitude d'utiliser avec Kubernetes. Et on va voir dans ce fichier qu'on va retrouver exactement les mêmes informations qu'on avait avant dans notre commande Spark Summit. Tout d'abord, ce qui concerne le job Spark, on retrouve le nom du job, le mode de déploiement, le mode cluster, quelle main class on veut lancer, où est-ce qu'est situé le jar, et le nombre d'instances qu'on veut. On va retrouver ce qui concerne la configuration Kubernetes, donc quel namespace je veux exécuter mon job, quelle image je veux instancier, et enfin le service account qu'on va donner à notre driver pour qu'il ait le droit d'interroger l'API Kubernetes. Et en dernier, la configuration de notre application. Et on voit cette fois-ci que la configuration de notre application, elle utilise l'environnement. Le bloc env, c'est pour dire, voilà, dans le dans le conteneur que tu vas créer sur Kubernetes, tu vas définir ça comme environnement. Et pour les informations sensibles, l'access key, le secret access key, on va utiliser des secrets sur Kubernetes. C'est comme ça qu'on va stocker des valeurs sensibles qui doivent être protégées et qui seront utilisables quand on en a besoin par ceux qui ont le droit d'utiliser ces ressources. Donc là, je vais mapper directement le contenu de ces secrets dans mon environnement via le bloc env secret qui est ref. Alors j'ai mis entre trois petits points les valeurs, c'est pas parce que c'est sensible, non pas du tout, ce fichier va être versionnable, on va le voir dans le détail après, c'est juste que ça prenait beaucoup de place. Et on va le voir après justement qu'est-ce qui se cache là-dedans et pourquoi c'est committable. Voilà, donc là j'ai mon YAML, super, et tout d'un coup, ouais c'est bien parce que la configuration elle est bien passée dans l'environnement, tout est dans un fichier, tout ça, c'est plutôt cool, et en plus ça c'est versionnable, et c'est du Kubernetes pur, on n'a pas de Spark Summit, de trucs spécifiques installés, juste la commande kubectl. C'est beaucoup plus pratique qu'avant, en tout cas c'est ce que je pense. Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Je vais prendre un petit peu d'eau. Et on va pouvoir passer à la démo. Donc maintenant, on a vu ce qu'on voulait faire. Qu'est-ce que ça donne en vrai? Donc comme je vous l'ai dit, mon application, c'est une API pour pouvoir récupérer des informations sur ces KED.
Donc mon API, je peux la requêter. Et disons que par exemple, je veux avoir mes informations. Donc je tape fqsac et je récupère tous les slots. Oh, pardon. Ah ouais, ça va être compliqué en fait là. Oh là là. Alors attendez, on va changer le mode de partage. On est bon? On est bon. Ouf, j'ai cru que ça allait être plus compliqué que ça. Ok, donc je le refais. Je vais requêter mon API. En speaker, je mets mon nom pour dire je veux récupérer mes informations. Et je vois bien que j'ai la liste de tous mes slots avec la note moyenne et le nombre de votes que j'ai eu sur mon slot. Super, puis j'en ai plein et tout ça, je frime un peu. Maintenant, imaginons que je veux récupérer celui d'un collègue. Hop. Ah tiens, je n'ai pas de données le concernant. C'est bien normal, c'est parce que je n'ai pas encore lancé le job le concernant. Donc faisons ça ensemble. Lançons notre job Spark pour que la donnée soit provisionnée derrière cette API. Donc pour ça, j'ai mon, je vais lancer mon, on va voir notre manifeste. Non, je vais d'abord lancer. Pour ça, hop, je lance mon petit manifeste. J'ai bien l'info comme quoi, ça y est, mon job Spark a été créé. Et je peux voir aussi comment ça va se passer derrière. Hein. J'ai mon driver ici qui vient d'être créé, running depuis 7 secondes. En dessous, c'est l'opérateur qui derrière la CRD va vérifier tous les événements concernant les Spark applications et faire ce qu'il faut. Et on voit derrière que ça y est, j'ai des exécuteurs qui sont créés. Ils étaient d'abord en pending, container creating, et ça y est, là j'ai un exécuteur, il est running, il travaille. Et ça, donc c'est bien le driver qui s'est créé en premier, à son tour requêter Kubernetes et a créé ces drivers. On peut également voir que les logs sont bien dans la sortie standard. Hop. Et que je peux les traiter en flux d'événements. Hop. Voilà, donc là j'ai mes logs qui vont apparaître au fur et à mesure grâce au -f. Hop. Je sais que mon job tourne. N'importe quel outil compatible va pouvoir récupérer ces informations et en faire ce qu'il veut. Et voyons voir donc maintenant qu'est-ce qui se cache derrière ce manifeste. Donc le manifeste, cette fois-ci, il est complet. On va voir ici par exemple que j'ai un blog Spark-Conf que je ne vous ai pas montré qui va permettre de rajouter des configurations spécifiques à Spark. Comme Spark quand même ne peut pas nativement utiliser l'environnement, l'astuce qui a été faite par Google, c'est de créer un blog spécial Spark-Conf qui va derrière réécrire le fichier de configuration Spark pour tous les paramètres que j'ai voulu changer. Il les met dans la commande Spark Summit qui va être lancée. Donc là j'ai changé le shuffle partition, je l'ai mis à 1, pourquoi? Parce que je traite que très peu de données, avec lequel on est autour de quelques mégaoctets. Donc si j'avais mis 200 partitions, le job aurait passé tout son temps à traiter des partitions vides. Et à côté j'ai changé le committer name qui est en gros pour dire que comme je suis sur S3 et que Spark par défaut il va écrire dans un dossier temporaire puis déplacer tout son résultat dans le dossier où on lui a vraiment dit d'écrire, sur S3 les opérations de rename comme ça c'est très très lent. Parce que c'est pas fait pour ça, c'est du stockage objet. Donc je lui dis, t'écris directement tout là où je le veux. On gagnera énormément de temps. Ensuite, donc là il y a la partie environnement. Donc on le voit. Pour chacun de mes fichiers, des variables que j'avais en entrée, j'ai pu donner dans l'environnement les valeurs que je voulais. Et les secrets, donc comme je vous l'ai dit, là cette fois-ci, il n'y a rien qui est caché. Tout est tel que je vais le lancer. Je fais juste référence donc à le nom d'un champ dans un secret Kubernetes et l'objet secret qu'il doit retrouver quelque part dans Kubernetes. Avec ces informations-là, il est capable donc de récupérer ce qui se cache derrière ce nom de valeur et le mapper dans l'environnement. On retrouve les configurations qu'on connaît bien, hein, combien de cœurs je veux, combien de mémoire je veux, et le service account, je vous l'ai déjà montré. Donc ça c'est très classique quand on faisait du Spark Summit sur Yann, tout est toujours présent comme avant. Dans la partie exécuteur, donc tout à l'heure on a vu le driver, l'exécuteur, on va devoir remettre l'environnement parce que c'est à la fois le driver et les exécuteurs qui vont avoir besoin d'accéder au fichier. Le driver a besoin d'accéder aux métadatas du fichier, les exécuteurs ont besoin d'accéder au fichier en entier. Et donc encore une fois, les credentials pour pouvoir accéder
à ces fichiers. J'ai défini combien de cœurs je voulais par instance et le nombre d'instances que je voulais. Là, j'en voulais que 2. Et la mémoire. Voilà. Donc, toujours très classique. Et on s'y retrouve totalement par rapport à ce qui existait déjà dans le Spark Summit et toutes les confs de Spark. C'est juste présenté de manière différente, qui pour moi est beaucoup plus pratique, puisque là, ça peut être versionné. Ok. Donc, voyons voir si j'ai eu le résultat que j'attendais. Donc, tout à l'heure, je n'avais rien pour Aguilar. Et cette fois-ci, ah, ça y est, ces slots sont arrivés. Donc apparemment son slot sur un bocal à poisson, hein, voilà. Et il a eu 3,7 en moyenne sur 3 votes. Super, j'ai toutes ces stats qui sont arrivées pour l'année 2021. Ouais, donc voilà, on va pouvoir revenir sur la... Non, ça va pas être... Ah oui, mais parce qu'il faut que je retire le... Je prends des risques à faire des choses comme ça. Continuer. Voilà, trop bien, ça marche. Hop, donc revenons à notre présentation. Il y a peut-être quelque chose qui vous a surpris pour les habitués d'AWS, c'est que je vous ai dit que j'utilisais un user IAM pour que mon application s'authentifie à AWS. Or, dans les best practices, on nous dit qu'une application doit utiliser un role IAM. Sinon, on n'aurait pas appelé un user IAM. C'est fait pour un utilisateur, un être humain. Le problème, c'est que je n'ai pas pu utiliser du role IAM parce que ça ne fonctionnait pas et je vais vous montrer un peu ce que j'ai découvert là-dessus. Là, j'ai créé, à côté de mon job, hein, tout ça n'a rien à voir, j'ai créé un petit job Java qui utilise Scala, enfin en Scala, mais donc c'est du Java derrière, qui utilise le AWS, Java SDK pour tout simple, hein, il s'authentifie auprès du client S3 et il liste tous les buckets qui sont présents sur le compte dans la région EU West 1. On ne peut plus simple. Et je l'ai testé avec 2 versions du SDK, la 375 et la 901. Avec la 375, je me suis pris une permission denied, alors qu'avec la 901, ça a parfaitement fonctionné. Sauf que le dernier packaging de Spark en date, c'est Spark 3.1.2. Il est packagé avec Hadoop 3.2.0 et c'est la dernière version de Hadoop avec laquelle il est compatible. J'ai essayé avec la 3.3, je me suis pris des problèmes de compatibilité, des méthodes qui n'existaient pas et tout ça. Et quand on regarde ce qui se cache à l'intérieur de Hadoop AWS, qui est la dépendance développée pour pouvoir accéder à S3 avec Spark, eh ben, on retrouve le AWS Java SDK Bundle 375, celui qui a échoué. Alors qui est le fautif dans l'histoire? Est-ce que c'est parce que le bundle ne fonctionne pas, tout ça? Je dirais que c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de se dire qu'en fait, Hadoop, la version 3.2.0, elle a été release en janvier 2019. Et elle est basée sur un Java SDK qui a été release en juillet 2018. Donc déjà le jour où on a packagé Hadoop, c'était une dépendance assez vieille qui avait 6 mois, sachant qu'il y a quasiment des releases tous les jours pour AWS SDK. Quand on regarde, ça va très très vite. Là j'ai mis la dernière en date, c'est la 1.12.74. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une 75 qui soit sortie entre temps. Pourtant je l'ai mis à jour il y a 3 jours. Donc sur le rythme, de l'autre côté, Hadoop il fait une release à peu près par an. On en est à la 3.2.2, la dernière version. Alors oui, il y a une 3.3.0 qui est sortie, mais elle est moins récente que la 3.2.2. Et en revanche, dans ces dernières versions qui ont été réalisées pour Hadoop, on a bien des versions plus récentes du AWS SDK, mais je n'ai pas réussi à les intégrer avec la version de Spark actuelle. J'avoue que peut-être que j'ai manqué de talent, mais en tout cas j'ai eu des problèmes de compatibilité et je n'ai pas trouvé de solution. Donc je me suis retrouvé bloqué à devoir utiliser les user IAM. Et ce que j'observe là-dedans, c'est qu'il y a quand même un sacré décalage de rythme entre Spark Hadoop qui font des releases tous les ans à peu près et le monde cloud avec AWS. Si on résume un peu tout ce qu'on a fait et qu'on regarde un peu pour voir est-ce qu'on y a beaucoup gagné en résultat, quels sont les problèmes et est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à faire. Je retiens 3 points positifs et 3 points négatifs. Tout d'abord, l'image Spark, elle m'a permis d'énormément simplifier mon livrable en packageant tout ce que j'avais développé dedans, avec les dépendances et tout. Et à partir de là, tout ce que j'ai à faire, c'est déployer une image. C'est très simple de déployer une image, on l'a vu, hein, j'ai juste à faire un kubectl apply et c'était fini.
Ensuite, j'ai pu utiliser l'environnement pour configurer mon job ou le manifeste Kubernetes pour rajouter tout ce qui me manquait. Et c'est très pratique parce que c'est versionnable. Enfin, les logs qui posaient problème sont maintenant bien présents dans la sortie standard. Donc de ce côté-là, j'avais 3 points à retravailler et j'estime que j'ai réussi à remplir ces objectifs. En revanche, j'ai 3 autres problèmes. Déjà, on n'en a pas parlé, mais Spark ne propose pas d'image officielle pour le lancer en conteneur. Il n'y a pas d'image d'image de conteneur officielle pour Spark. Là, c'est Google qui a géré l'image sur laquelle je me suis basé pour ajouter mon jar, ma config, etc. Au niveau complexité opérationnelle, ce qui se passe, c'est que avant, potentiellement pour mon job Spark, j'étais déjà dans le cloud, donc j'utilisais des services managés comme EMR, comme Glue, puisque moi je suis principalement d'AWS. Là maintenant, je me retrouve à devoir gérer un cluster Kubernetes. Alors oui, il y a toujours un service manager, il y a EKS, mais ça reste quand même beaucoup plus compliqué au niveau opérationnel qu'avant. Pour maintenir ce cluster, il y a beaucoup d'outillage à installer dessus que je ne vous ai pas montré. J'ai passé beaucoup de temps au final à avoir un cluster utilisable pour déployer mes jobs. Alors, ça peut quand même être un choix intéressant puisque Kubernetes permet de faire beaucoup plus que juste des jobs Spark. Donc si parfois vous en avez déjà un, tout ça, mais en tout cas, ça reste plus compliqué au niveau opérationnel. Et enfin, ça c'est le dernier point qu'on vient de voir ensemble, c'est qu'au niveau du cycle de vie, Spark, moi je considère qu'il est plutôt incompatible avec tout ce qui est écosystème cloud. L'écosystème cloud, ça évolue vite. Ce qui était valable la semaine dernière n'est pas forcément valable aujourd'hui au niveau des dépendances, des failles de sécurité qui ont été levées et corrigées. Et quand d'un côté on fait presque des releases tous les jours avec AWS par exemple, avec Spark c'est tous les ans. Pour se mettre à jour et tout ça, pour peu qu'au moment où ils ont choisi le SDK par exemple d'AWS pour la release 3.3.1 et le moment où elle sortent, il y ait 12 versions de retard, enfin une centaine de versions de retard, voilà. Il y a un problème pour moi de ce côté-là qui fait que c'est peut-être pas encore assez mature de ce côté-là pour s'adapter au monde cloud. Et donc en conclusion, finalement, est-ce qu'on peut faire une application cloud native avec Spark? Oui. Je considère que le résultat auquel je suis arrivé est une application cloud native. Donc j'ai gagné en portabilité, mais elle est totalement observable, tout ça. De ce côté-là, ouais, très très bien. Mais à quel prix? Et finalement, comment je vous recommanderais de faire du Spark dans la vraie vie? En priorité, vraiment, le choix numéro 1 pour moi, ça restera de me dire s'il y a un service manager dans le cloud provider, si j'ai accès à un cloud provider, parce que je travaille dans une équipe où on est sur le cloud, et qu'il y a un service manager Spark présent dessus, ça serait mon choix numéro 1. Je ne réfléchirai pas, je ne penserai pas du tout à faire du Kubernetes ou quoi que ce soit, parce que au niveau coût opérationnel, on y gagne énormément. Oui, on ne sera pas ultra portable et tout ça, on sera bloqué avec ce cloud provider et ce service manager qu'on va devoir utiliser, mais tout ce qu'on gagne côté opérationnel, ça le vaut largement. Puis on n'est pas du genre à déménager de cloud provider tous les 4 matins. En général, quand on en a un, on s'installe avec lui. Si vous n'avez pas, sur votre cloud provider, si vous n'avez pas de service manager spécial pour Spark, je pense notamment à Scaleway, mais que vous en avez un pour Kubernetes, là, ça peut être une option intéressante de se dire je vais déployer mes jobs Spark sur Kubernetes. On l'a vu, c'est possible, il n'y a pas de souci avec ça. Donc oui, ce sera beaucoup plus simple pour vous de déployer votre job Spark avec un service manager Kubernetes qui vous fera quand même gagner quelques coûts opérationnels plutôt que de déployer vous-même un cluster Hadoop avec des VM sur votre cloud provider et de le gérer vous-même. Là-dessus, franchement, le gap de difficulté, il est quand même énorme. Si vous n'avez pas de cloud provider, ça peut arriver, et que vous faites tout on-premise, là vous avez 2 options. Maintenir vous-même votre cluster Hadoop ou maintenir un cluster Kubernetes. Entre les deux, j'estime que le plus simple est non, pas le plus simple. J'estime que le meilleur résultat sera donc au niveau de vos applications, vous aurez de meilleurs résultats à maintenir un cluster Hadoop avec HDFS et tout le tralala, parce que c'est quand même un peu plus optimisé au niveau entre la partie stockage et la partie run. Tout est au même endroit, c'est vraiment HDFS a été pensé pour ça. Vous aurez vraiment de meilleurs résultats. Et donc en dernier recours, potentiellement c'est parce que vous avez déjà un cluster Kubernetes en fait qui tourne déjà pour un site web ou des choses comme ça. Et bon, c'est vrai que si vous avez déjà un cluster Kubernetes mais pas de cluster Hadoop, ça serait ballot de devoir en plus maintenir un cluster Hadoop. Là, ok, vous pourriez utiliser Spark sur Kubernetes sur du on-premise.
La dernière option qu'il faut oublier, c'est pour ça qu'elle est barrée, c'est de se dire j'ai un cluster Hadoop, je lance mes JobSpark dessus, mais je veux un peu comme Cloud, donc je vais utiliser un stockage S3 machin. Non, vous perdrez en performance et en complexité pour justement la partie droit d'accès, c'est tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Donc ça c'est une option qu'il ne faut pas faire. Si vous avez un cluster Hadoop on-premise, mais pas de cloud provider, bah, utilisez-le et c'est tout. Enfin, faites tout dans l'un ou tout dans l'autre, pas entre les deux, sinon vous allez avoir les défauts des deux mondes. Et donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Chez Publicis Sapient, sachez qu'on recrute. Donc on est une boîte qui fait la transformation numérique des métiers, mais au-delà de ça, on est aussi une communauté avec des gens sympas. On essaye de faire beaucoup de choses intéressantes, notamment ça, c'est quelque chose que j'ai fait sur ma veille perso. Il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé pour arriver à ces résultats-là. Et si c'est un sujet qui vous a intéressé et qui vous a convaincu, sachez que vous pouvez nous rejoindre et comme moi, travailler sur des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent, avec l'aide du reste de l'entreprise. Et ce qui est écrit en fond évidemment est valable. On l'a un peu trafiqué pour que ça soit un peu moins sérieux parce qu'on aime bien, on est au Devox, on est entre tech, on estime que c'était un peu plus approprié. Je vais prendre les questions si vous en avez. Pas de questions. Oui, une question. Alors, la question c'est la CRD Spark Operator que j'ai utilisé pour le cluster Kubernetes. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que ça l'est pas? Qui le maintient? Et est-ce que ça peut disparaître du jour au lendemain? Est-ce que ça peut me poser problème? Alors, la CRD est maintenue par Google. Donc, c'est un côté rassurant. Google qui font aussi Kubernetes. Elle est encore en version bêta. Mais ça a l'air d'être quelque chose de plutôt solide au vu de la facilité avec laquelle je l'ai utilisé. Euh, Est-ce qu'elle peut disparaître du jour au lendemain? Je ne peux pas garantir que non. Mais en tout cas, ce qui serait plus probable pour moi, c'est peut-être qu'il y ait des évolutions rapides qui font que aujourd'hui ce que j'ai fait fonctionne et peut-être que dans un mois, mon manifeste aura beaucoup changé parce qu'ils auront beaucoup changé leur CRD. Et donc je me retrouve à devoir rapidement à suivre l'outil de près. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Ouais. Oui. Donc la question c'est est-ce que la CRD est uniquement compatible avec un cluster chez Google ou est-ce que c'est compatible avec tout cluster Kubernetes? Là dans mon exemple c'est un cluster que j'ai déployé sur AWS. Donc la réponse est oui, cette CRD est compatible avec n'importe quel cluster Kube. En fait Kubernetes c'est une API, c'est standard. Oui il y a des services managés chez les trois cloud providers mais ils fonctionnent tous avec la même API. Donc ce qui fonctionne chez l'un fonctionnera chez l'autre. Est-ce que j'ai bien répondu? Super. Bon, eh bien oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, sur du stockage objet, en fait, ce qui va être très lent, c'est la partie requête pour commencer l'écriture et parce qu'il y a tout ce qui concerne la compression en lui-même du stockage objet. Donc c'est à partir de l'écriture d'un fichier qu'on va perdre du temps. Et comme sur Spark, on distribue énormément, ça va dépendre enfin, le ratio de perte va dépendre de ta volumétrie. Est-ce que tu as beaucoup de données? Donc à ce moment-là, bon, bah, si tu perds 3 secondes par fichier, c'est pas grave parce que de toute façon, écrire un fichier, ça prend 1 heure. Ou est-ce que tu en as des fichiers d'une taille moyenne et à ce moment-là, non, quand même 3 secondes par fichier, ça peut être un vrai problème. Euh, Pourquoi en fait je dis que si on est sur un cluster Hadoop, il faut utiliser HDFS et pas penser à un autre stockage? C'est parce que quand tu installes un cluster Hadoop, tu as HDFS dessus, ça vient avec, hein, tu installes le tout. Et
et c'est fait pour en fait. Ça, niveau performance, sur l'écriture, sur la façon de faire, ils ont réfléchi à comment répondre à la problématique de on est avec Spark, on est sur du distribué, on écrit plein de fichiers en même temps. Donc là-dessus, ça sera, je dirais, toujours plus performant que du stockage objet qui va être distinct. Je connais pas non plus tous les systèmes de stockage, donc peut-être qu'il y en a certains, peut-être que c'est pas valable pour tout, mais entre du stockage objet et ça, franchement, HDFS, ce sera toujours mieux. Bon, eh bien, on est arrivé au bout du temps imparti. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour vos questions.